Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la BMW K1600 GT de 2012. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui j'ai de nouveau la chance de pouvoir vous présenter une énorme moto. Et ça grâce à l'un de mes abonnés. Merci à lui d'être venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage afin que je puisse vous présenter la bête. Donc les amis, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous connaissez la gamme K de chez BMW. Ce sont des motos avec un look un peu futuriste quand elles ne sont pas trop carénées pour dissimuler les parties techniques. Et actuellement, malheureusement, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il n'y a plus que cette K1600 dans la gamme. Il n'y a plus de version Roadster ou de version Sport. Il ne reste que cette GT qui est... comme son nom l'indique, une moto de tourisme. C'est une concurrente directe à la Honda Goldwing. Et quand je dis qu'elle est seule, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a actuellement toute une gamme de K1600 distribuée par BMW. Aujourd'hui, donc, on est sur une des premières qui ont... elle est sortie en 2011, cette moto. Là, on est sur un modèle de 2012 qui techniquement est identique à la 2011. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une grosse routière et la particularité de cette machine, c'est qu'elle est motorisée par un 6 cylindres en ligne. Et vous le savez, les motos motorisées par des 6 cylindres sont extrêmement rares. La seule que j'ai eu l'occasion de tester, c'était justement une Goldwing de chez Honda. Donc il s'agit d'un 1650 cm3 à refroidissement liquide et injection bien sûr. Ce moteur est capable de délivrer la puissance de 160 chevaux et le plus impressionnant finalement c'est le couple qu'il est capable de délivrer. On est à 170 Nm et il semblerait qu'on ait quasiment 70% du couple à partir de 1500 tours. Donc depuis le régime de ralenti, c'est extrêmement élevé comme valeur et ça rend cette moto très sympa. J'accélère à peine et tout de suite j'ai l'impression d'être sur un monstre. Donc forcément une moto avec déjà un moteur d'une cylindrée pareille, c'est forcément lourd. Donc cette grosse routière a un poids tout plein fait, donc avec 24 litres de carburant, qui est annoncé pour 320 kg. Et aujourd'hui, la moto que je vous présente est très accessoirisée. Enfin non, ce ne sont pas exactement des accessoires, mais on va dire très optionnés. On a pratiquement l'intégralité du catalogue d'options disponible à l'époque sur cette machine. Donc je suppose qu'elle doit faire facilement une dizaine de kilos de plus, donc 330 kg. Donc les amis, comme d'habitude, je commence par un petit passage en centre-ville. Donc, voyons si c'est facile avec cette grosse mémère. La prise d'info n'est pas un problème. On est assis très droit. Le moteur est extrêmement souple. Je peux rester à très bas régime. Le moteur est linéaire. Par contre, dès qu'on monte un tout petit peu dans les tours, il y a vraiment énormément de performance. Donc la position sur cette machine est pas extrême du tout. Sachez d'ailleurs que la selle est réglable. Actuellement, je l'ai mise sur la position la plus basse. Le réservoir est un peu large, mais il est très creusé, donc j'arrive à bien serrer celui-ci avec mes genoux. Le guidon est large, très recourbé vers le pilote. On a une position vraiment droite, hein. Finalement on n'a pas une position très différente par rapport à ce qu'on aurait sur un trail. C'est très confortable. Alors ici je dois m'arrêter, voyons si j'arrive à mettre les pieds au sol. Donc j'arrive à en mettre un complètement à plat et l'autre presque à plat également. Donc avec la selle au plus bas, je mesure 1m70, c'est vraiment pas une grosse difficulté. Le seul problème c'est les repose-pieds qui m'écartent un peu les jambes.
Et la selle, elle aussi, il faut l'avouer, m'écarte un petit peu les jambes. Donc me voilà dans un premier rond-point et franchement c'est surprenant à quel point cette moto est facile à prendre en main finalement. Elle nécessite que très peu d'engagement de votre part. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort sur les commandes. Elle bouge toute seule. C'est vraiment surprenant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une machine totalement carénée. Donc les rétros sont pris sur le carénage, très devant moi. Donc finalement, j'ai pas vraiment besoin de tourner la tête. J'ai en permanence les miroirs qui me renvoient les infos concernant ce qui me suit. Et c'est très agréable. Et bien sûr, si nécessaire, je peux me retourner complètement afin de vérifier ce qu'il y a dans les angles morts. La position est vraiment pas un problème, c'est facile à prendre en main. Faut pas se laisser abuser par le gabarit et le poids de la moto. Dès qu'on est en mouvement, c'est vraiment très simple. Donc comme je vous l'ai dit, la moto est quasiment équipée de l'intégralité du catalogue d'options de l'époque. Mais vous pouvez voir qu'on a encore les échappements d'origine. Donc c'est un 6 cylindres, on a un échappement de chaque côté, c'est symétrique. Et vous voyez qu'il y a 3 petites sorties sur chaque échappement. Ça c'est plutôt pas mal. J'avoue que je ne sais pas s'il existait des échappements plus sport à l'époque. La sonorité pour l'instant est très contenue vu que je reste à bas régime. Là je sors de l'agglomération, j'accélère un petit peu. Ouais, c'est ultra efficace. Et la sonorité, pour l'instant, elle est déjà assez mélodieuse, alors que j'ai pas dépassé les mi-régimes. Donc actuellement, vous voyez que je roule à environ 80 km/h. J'ai la bulle devant moi qui est réglable et réglée au plus haut. Je n'ai pas d'air qui arrive sur moi. C'est ultra efficace. Sachez par contre qu'il ne s'agit pas de la bulle d'origine. Là, on est sur la bulle du modèle GTL. Alors, j'arrive sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Et là, je suis en deuxième. Je touche à rien, je laisse la moto sur son ralenti et c'est vraiment super facile à manœuvrer. Là de nouveau encore à basse vitesse. Ouais, je suis bluffé hein. Finalement ça me fait un peu penser à la R1250 RT qui elle aussi est très facile à prendre en main malgré son gabarit. Donc les amis, comme d'habitude, on est ici pour tester l'accélération de ce modèle. Là, bien que ce soit une moto très lourde, enfin 330 kg, je me doute que l'accélération doit être exceptionnelle. Car, et on est motorisé, je le rappelle, par un 6 cylindres en ligne, 160 chevaux, et c'est un moteur qui prend un peu moins de 9000 tours. Donc franchement, je m'attends à vraiment avoir quelque chose de très sympa. Je ne sais pas exactement comment est étagée cette boîte de vitesse, donc peut-être que ça se passe, j'arriverai à 100 en première, peut-être en 2. J'avoue que je ne l'ignore. Et il faut savoir que la moto n'est pas équipée d'un shifter. Par contre, on a sur cette machine plusieurs modes. On a un mode rain, le mode normal et un mode sport. Donc je vais faire une première fois l'accélération en mode normal et je le ferai dans l'autre sens en mode sport. Enfin quand je dis en mode normal, c'est le mode road qui s'appelle exactement. On a road dynamique qui est le mode sport et rain pour la pluie. Aujourd'hui il ne pleut pas donc on va faire ça en mode road puis en dynamique. Sur cette moto on a aussi les suspensions qui sont réglables. Moi je vais pour l'instant laisser en mode normal. De toute façon je pense pas que le réglage des suspensions change quoi que ce soit à l'accélération ici en ligne droite. Allez c'est parti. Il y a bien sûr l'ABS, il y a un traction control, tout est activé. Je ne touche à rien au niveau des paramètres. Allez, let's go. Ce qui est surprenant en fait quand on accélère comme ça un peu à l'arrêt, c'est qu'on entend bien le moteur monter dans les tours, la sonorité est bonne, mais il n'y a aucune vibration, il n'y a rien du tout. C'est un moteur qui est complètement équilibré. C'est hallucinant. Allez, c'est parti.
Alors, j'ai été un petit peu déstabilisé sur l'accélération. Je m'attendais pas à ce comportement. Je m'attendais à un moment où ça deviendrait un peu brutal, et en fait pas du tout, c'est vraiment ultra linéaire. Donc je vais le refaire, hein. Là j'ai pas osé accélérer au maximum, c'était pas représentatif du tout. Donc ici, on va utiliser bien sûr cet emplacement afin de faire un demi-tour. Donc, il n'y a personne, je signale mon intention de tourner, je braque à fond, je laisse la moto très droite, enfin, même procédure qu'habituellement. Je dois faire gaffe parce que elle pourrait m'embarquer. Et ouais, c'est une moto longue, lourde. S'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans. Ça braque pas si bien que ça. Maintenant, donc, on recommence une accélération, toujours en mode road. Là, j'essaie de plus me concentrer. Allez, let's go. Donc on arrive à 100 en fond de première, hein. Franchement ça marche très très bien, mais de nouveau c'est pas brutal. En fait il y a vraiment un écart énorme entre la perception sonore qu'on a du véhicule, qui semble très sport, brutal presque, c'est intimidant un petit peu, et le comportement moteur qui lui est ultra cool, ultra tranquille. C'est vraiment, vraiment surprenant à ce niveau. Allez, je refais demi-tour et on recommence ce coup-ci en mode dynamique. Donc, je change de mode dynamique, et on recommence l'accélération. Ouais. Alors le mode dynamique, personnellement je le préfère, parce que justement là on retrouve un comportement un petit peu plus sport, un peu plus joueur, et ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on est en droit d'attendre d'une moto qui a une sonorité aussi sympa, aussi sport. Donc je pense que je vais continuer le reste du test en mode dynamique. Allez, maintenant on va essayer de voir comment se comporte le freinage. Donc j'accélère un peu. Je ralentis, donc frein arrière ça freine assez peu, frein avant lui, alors le frein avant est, comme souvent avec les BMW, hyper efficace, et en plus sachez que sur ce modèle on a un freinage couplé, donc quand on freine de l'avant ça freine également de l'arrière, donc finalement on serait presque en droit de ne freiner que de l'avant, vu que la répartition se fait automatiquement sur ce modèle. C'est vraiment efficace. Concernant les leviers de frein et d'embrayage, vous voyez que les deux sont réglables en écartement. Et comme je vous l'ai dit, la sensation est plutôt bonne, hein. Allez, un petit rond-point. Ça se bascule bien. Prise d'info, pas de problème. Et je réaccélère fort. Ah, cette sonorité! C'est hallucinant. Franchement, quand on monte dans les tours, on a l'impression d'être dans une voiture de course. C'est vraiment un tempérament beaucoup plus sport qu'une Goldwing. Même si la Goldwing est en 6 cylindres également, hein. Mais c'est pas la même architecture moteur. Bon, au niveau des commodos, on retrouve les mêmes que sur plein d'autres BM de la même époque, et vous voyez qu'au fil du temps, malheureusement, la plupart des informations se sont effacées. Sur le côté gauche, on retrouve quand même tout ce qui gère l'éclairage, on a aussi les feux de détresse, on a le régulateur de vitesse, le bouton pour la bulle réglable, on a le bouton menu, ainsi qu'une molette afin de naviguer justement dans les différents paramètres. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, on a le bouton mode, ainsi qu'un bouton, je crois que c'est pour les poignées chauffantes. J'avoue qu'il est trop effacé, je ne le vois plus. Devant moi, on a un compteur un petit peu à l'ancienne, je dirais. En fait, il est divisé en deux parties. Vous avez une première partie donc avec un cadran pour la vitesse à aiguille, un cadran pour le contour à aiguille également. On a une petite zone avec tous les voyants classiques. Et vous avez en dessous de ça un écran couleur
qui vous renvoie quasiment toutes les infos que vous seriez en droit d'attendre d'une machine de ce genre. Il y a bien sûr tous les paramètres, que ce soit au niveau de la suspension, de la cartographie d'injection. On a la conso la conso instantanée. On a aussi la pression des pneus, c'était une option. Enfin, c'est extrêmement complet. Vous pouvez naviguer dans les paramètres aussi de l'autoradio, de la selle chauffante, des poignées chauffantes. Enfin, j'essaie de vous montrer tout ça en vidéo. C'est vraiment ultra complet. Et au-dessus de tout ça, vous voyez qu'on a un GPS. Donc pareil, c'était une option de l'époque. Et c'est un GPS tactile. Là actuellement, par contre, vous voyez qu'il y a le soleil qui tape un peu dessus. C'est pas forcément facile à voir. Alors maintenant, on va essayer de voir si ce 6 cylindres est souple. Et logiquement, ça devrait être le top du top niveau souplesse. Donc là, je suis en 6e. Là, alors là, je suis redescendu en 5e, mais je suis à 800 tours. À 800 tours, ça repart. Allez, je me remets en 6e. Je suis à 1000 tours, 900, ouais, 800 tours. C'est 800 tours le seuil de souplesse. En dessous de 800 tours, on commence à avoir quelques vibrations. Ça doit être le seuil le plus bas que j'ai eu sur une moto. Hein. C'est extrêmement efficace. Après, gardez quand même en tête qu'en dessous de 1000 tours, c'est pas forcément super agréable d'avoir ces vibrations. Surtout que d'habitude, il n'y a jamais de vibration avec ce moteur. Donc on sent bien qu'on est en sous-régime en dessous des 1000 tours. Alors ici, j'arrive dans un passage à basse vitesse. Ça se manœuvre très bien. Alors, sur cette machine, on a une boîte de vitesse à 6 rapports. Et un petit peu comme sur les autres motos de la catégorie K que j'ai eu l'occasion de tester, les K1200, K1300, la boîte de vitesse, même si elle fonctionne pas mal, elle n'est pas ultra agréable. Et parfois, elle renvoie même un petit peu de vibration et de bruit. Ça, c'est un peu dommage. Alors là, je suis en 5e dans une forte pente. J'accélère un peu fort. Et ça repart tout seul. C'est vraiment ultra efficace. Et le freinage rassurant, j'y touche à peine et ça me ralentit déjà énormément. Ici, un petit dodan, donc je suis en mode normal sur les suspensions et c'est déjà plutôt confortable. Alors je vais m'arrêter quelques secondes, je vais changer le paramètre des suspensions. Alors, menu des suspensions. Voilà, donc là j'étais en normal, je vais me mettre en confort. Donc de nouveau, je suis à 30 km/h. Ouais, ça me semble un peu plus mou. Je vais essayer maintenant de me mettre en sport. J'essaie de le faire en roulant. Donc, je ne sais pas combien de temps il faut pour que ça s'adapte, donc je lui laisse un petit peu de temps. Je n'ai pas de confirmation non plus que ça a bien changé. Donc là je suis en mode sport, 30 km/h. Ouais, je sens pas une énorme différence. Après peut-être que c'est moi qui utilise mal le système. Mais que ce soit en confort normal ou sport, je sens pas une énorme différence. Je vais me laisser sur sport, on va voir comment ça se comporte. De toute façon, comme sur les autres motos de la catégorie K, vous voyez qu'à l'avant, on a une fourche duo lever, ça ne ressemble absolument pas à une fourche classique. Et à l'arrière, on a un amortisseur réglable électroniquement, vous l'avez compris, hein, et le dual lever est lui aussi réglable électroniquement. Hein. Tout est paramétrable, si je ne me trompe pas. Alors, j'arrive dans une succession de virages, je suis en mode sport sur les suspensions, mode dynamique pour le moteur. Voyons comment ça se passe. Ah, le freinage est génial. Et en plus, avec ce dual lever, on n'a quasiment pas de transfert de charge sur l'avant. La moto reste stable. Franchement, j'adore. Et elle est tellement facile en fait.
À aucun moment j'ai l'impression d'être sur une moto de plus de 320 kg. Ça se contrôle super bien. Et cette sonorité, oh là 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 là, ce 6 cylindres, c'est juste hallucinant. En fait, avec cette moto, je suis juste dégoûté que BMW n'ait pas mis ce moteur dans d'autres motos. J'aurais aimé que, comme à l'époque, ils aient créé une K1300R et une K1300S avec ce 6 cylindres. Ça aurait vraiment été génial, hein. Bon, depuis tout à l'heure, hein, je vous dis, la bulle, elle est réglable, elle est haute, c'est la version GTL de la bulle, parce que normalement elle est un peu plus courte sur la version GT. Je suis parfaitement protégé. Néanmoins, si vous voulez avoir un peu d'air, vous pouvez changer des espèces de déflecteurs dans le carénage afin de rediriger l'air vers vous. Donc je m'arrête une petite seconde et je change ça. Donc là, on a un déflecteur, je l'ouvre, même chose de l'autre côté. Et donc logiquement, là, ça devrait toujours m'apporter une protection, mais un peu d'air quand même qui arrive via ces canaux que j'ai ouverts. On va vérifier ça tout de suite. Et je réaccélère. Ah ouais! Instantanément, j'ai énormément d'air qui arrive directement sur mon torse et sur les bras. Par contre, j'en ai pas sur le haut de la tête. Donc si vous voulez avoir un peu de protection, pas que ça vienne vous créer du bruit dans le casque, mais en même temps que ça vous refroidisse un peu, bah les deux déflecteurs là, c'est hyper efficace, hein. Et il n'y a pas besoin d'aller très vite, hein. Là, je suis à peine monté à 80-90 et c'est déjà super efficace, hein. Je reste toujours aussi bluffé par la facilité d'usage de cette moto, malgré son poids, malgré aussi le fait qu'elle ait des pneus assez énormes. En fait, c'est des roues en 17 pouces, c'est du 120 à l'avant et 190 à l'arrière. Donc c'est gros forcément, vu la puissance de la mécanique et le poids. Mais ça s'utilise tellement facilement. Je retrouve un peu le sentiment que j'avais eu lors du test de la R1200 et de la R1250 RT. Mais là, ce moteur 6 cylindres, je suis fan, hein. C'est génial. C'est performant, c'est souple, c'est mélodieux. J'adore. Alors, je vais bientôt monter sur l'autoroute, donc je resserre j'enlève les déflecteurs. Comme ça, ça me permettra de voir si on est bien protégé ou non. Allez, nous arrivons donc sur l'autoroute. Malheureusement, je vois qu'il y a des travaux. Je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser cette moto à son plein potentiel. Je m'engage, donc c'est une formalité, hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'accélérer beaucoup. Pour l'instant, la protection est très bonne. Je dépasse. Je réaccélère un bon coup. Ouais, c'est performant, hein. Ça, les amis. Je me colle en 6. Là, je suis à 110, à 3300 tours. Alors, j'ai un petit peu d'air sur les chevilles et sur les genoux. Et j'ai finalement de l'air qui vient un peu me pousser dans le dos. Bon, malheureusement, comme vous le voyez, hein, il y a beaucoup trop de trafic sur cette autoroute. Il y a des travaux aussi, donc je suis obligé de ralentir. Je ne peux pas utiliser cette moto à son plein potentiel. De toute façon, si je me souviens bien, elle est donnée pour une vitesse max au-delà des 250 km/h, donc ce serait tout à fait déraisonnable d'essayer de voir ce qu'elle vaut à son maximum. Bon, pour revenir sur les parties techniques et aussi esthétiques, vous voyez qu'au niveau de l'éclairage, on a un énorme phare à l'avant. Celui-ci a plusieurs technologies dans la même optique en fait. Vous avez des feux halogènes et vous avez au milieu aussi un feu que je crois que c'est au xénon ou LED. Et c'est un feu réglable en fait en fonction de la de l'inclinaison que vous prenez. Si vous allez à gauche, à droite, eh bien le feu change également pour avoir un éclairage adaptatif en courbe. Et en plus, ça a été très très bien pensé. Si vous changez de pays, par exemple, vous allez en Angleterre où on roule dans l'autre sens,
Eh bien, pour ne pas éblouir les autres, vous pouvez choisir dans un menu le réglage de base si vous êtes sur une route où on conduit à droite ou si vous choisissez d'être à gauche. Et franchement, je trouve ça super bien fait. Je dirais que finalement, un des problèmes liés à une motorisation aussi performante, c'est que on se retrouve très rapidement au-delà des limites sans même s'en apercevoir, parce que on est à peine à un peu plus de 3000 tours, on est très bien protégé sur la moto, il n'y a pas un bruit énorme à ce régime moteur là, et finalement on est déjà un peu au-delà des limites, hein, même parfois bien au-delà des limites. C'est vraiment le problème, c'est ultra efficace, il faut rester un œil rivé sur le compteur en permanence. Après, bien sûr, au niveau de l'équipement, des rangements, des accessoires, il y a énormément de choses à vous dire sur ce modèle. D'origine, vous pouvez démonter la selle conducteur, mais en dessous, il n'y a pas grand chose. Vous avez juste l'accès à la batterie et aussi au réglage de la hauteur de selle. Si vous voulez ranger des choses, on a d'origine, bien sûr, les deux valises latérales qui permettent chacune de mettre un casque intégral à l'intérieur. Par contre, faites attention, ces valises sont réputées pas très sécurisantes face aux voleurs. Je ne vais pas décrire exactement le problème en détail, mais sachez que je ne vous conseille pas de mettre des affaires de valeur dans ces sacoches. Aujourd'hui, vous pouvez voir que sur la moto, on a également le top case. C'est une option sur ce modèle et c'est d'origine sur la finition GTL. Aujourd'hui, je rappelle, c'est une GT. Et sachez que toutes les valises ferment, elles verrouillent à clé en même temps que vous verrouillez la moto. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez également que sur ce modèle, on a tout un système de sono. Alors aujourd'hui, moi, je ne vais pas vous en faire la démonstration, tout simplement pour des problèmes de droit d'auteur. Mais vous voyez qu'il y a des haut-parleurs un peu partout et que ça peut se gérer, bien sûr, via la molette qui est dédiée à toutes les fonctions multimédia. Et on a aussi des boutons dans le carénage à gauche pour allumer, éteindre, changer de source, des raccourcis, on pourra dire. Et d'ailleurs, ça me fait constater que j'ai oublié de vous parler également qu'on a dans le carénage avant des petits rangements qui verrouillent à clé, mais ils ne sont pas énormes. Et dans celui de droite, on a également le système qui permet de brancher un iPod. En accessoire sur cette machine, on a aussi des prises 12 volts. On en a une dans le carénage à l'avant, il y en a une autre un peu en dessous de la selle du côté droit. Enfin, vous l'aurez compris, de toute façon, c'est une moto qui est suréquipée. Et en plus, là, dans une finition avec quasiment toutes les options présentes au catalogue à l'époque. Donc c'est vraiment encore très très contemporain, hein. D'ailleurs, je tiens à le repréciser, hein, cette K1600 GT est toujours produite et toujours vendue par BMW. C'est juste qu'il y a eu des évolutions techniques au fil des années. D'ailleurs, maintenant, pour parler un peu tarif, sachez que si vous désirez acheter une K1600 GT neuve, ça vous coûtera environ 30 000 € si vous prenez 2 ou 3 options. A l'inverse, si vous décidez d'acheter un modèle de première génération comme celle-ci qui est de 2012, eh bien ça est forcément beaucoup moins cher. Les tarifs peuvent aller de 6 à 12, 13 000. Tout dépend bien sûr du kilométrage, du niveau d'option qu'il y a sur la machine et aussi de l'entretien et de ce qui, entre guillemets, dans quel état elle est. Parce que c'est une moto qui, à l'époque, coûtait relativement cher, mais surtout qui coûte relativement cher à l'entretien. Et il semblerait qu'il y ait beaucoup de gens qui roulent énormément, mais qui délaissent un petit peu l'entretien sur ces machines. D'où parfois des prix très attrayants, mais quand vous vérifiez l'état des motos, c'est clairement pas dingue. Donc privilégiez peut-être une moto qui a un entretien, un historique complet de chez BM. Sinon, globalement, cette mécanique est fiable. Là, la moto que je teste aujourd'hui a plus de 120 000 km et fonctionne parfaitement bien. En plus, au quotidien, il n'y a pas grand-chose à faire vu que la transmission finale est assurée par un cardan. Franchement, une excellente routière. Après,
Il semblerait, au vu de certains commentaires, que la protection sur de longs trajets soit quand même un cran en dessous de ce qu'on pourrait avoir sur sa sœur, la R1250 RT. Mais peut-être qu'ils ont fait des améliorations aussi sur la K1600 au fil des années. Là, je rappelle qu'il s'agit d'une des premières. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui possèdent cette machine ou une de ses variantes, et peu importe le millésime, n'hésitez pas à nous dire si vous avez eu des problèmes avec la moto, si oui lesquels, combien vous coûtent les différents entretiens, si vous avez amélioré le véhicule, et si oui, comment. Ce sera intéressant d'avoir votre avis, car il semble que ce soit une machine qui soit très populaire parmi les personnes qui roulent beaucoup. Mais finalement, quand on cherche, on ne trouve pas tant d'infos que ça. Il faut souvent se diriger vers des forums plutôt américains ou allemands pour avoir encore plus d'infos. Donc n'hésitez pas, faites entendre votre voix, dites-nous comment ça se passe pour vous avec cette K1600. Je pense maintenant avoir vraiment fait le tour de l'intégralité des caractéristiques de ce modèle. D'ailleurs, si j'ai oublié des choses, de nouveau, signalez-le dans les commentaires. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est également là pour ça, bien évidemment. De mon côté, je remercie encore le propriétaire de cette machine d'être venu jusqu'ici afin que je puisse vous la présenter. C'était super sympa de sa part. Je reprécise que sur ma chaîne, l'intégralité de mes tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si, comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, près de Rouen. Pour finir, je rappelle que si vous avez apprécié cette vidéo, vous devez mettre un petit pouce vers le haut, la partager sur les réseaux sociaux. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, et bien à tous. Bon, je le dis pour la peut-être 3e ou 4e fois, mais ce moteur est vraiment dingue. J'aurais vraiment aimé qu'il soit dans d'autres motos plus légères, plus petites. Peut-être que la plus légère, ce serait la K1600B pour Bagger. Faudrait que je réussisse à tester ça un jour.